Un trajet de 6 heures dans une tempête de neige. Les mains crispées sur le volant, les jointures blanches. Les essuie-glaces luttant en vain contre la neige incessante. Tout cela pour surprendre ma famille à Noël avec les cadeaux coûteux qu'ils réclamaient. Je me souviens avoir pensé, en me garant dans leur allée, que tout cela en vaudrait la peine, le voyage dangereux, les cadeaux soigneusement emballés, les 6 mois de remboursements hypothécaires supplémentaires que je leur avais envoyés. J'ai utilisé ma vieille clé, celle que je gardais comme un talisman d'appartenance. Je suis entrée silencieusement, les sacs cadeaux bruissant doucement dans mes mains. J'entendais leur voix venant du salon, mes parents et ma sœur, Chloé. J'étais à 3 mètres de l'embrasure de la porte quand les mots de ma sœur m'ont figé sur place. J'espère qu'elle aura un accident dans la tempête de neige et qu'elle mourra. Alors tout son argent et ce bel appartement me reviendraient puisque je suis sa seule sœur. Mes parents ne m'ont pas défendue. Ils ont ri. Et à ce moment-là, debout dans le couloir de ma maison d'enfance avec des cadeaux coûteux dans mes mains tremblantes, j'ai réalisé la vérité sur ma famille. Je n'étais pas leur fille. Je n'étais pas leur sœur. J'étais leur distributeur automatique de billets. Mon nom est Juliette, et ce Noël-là a détruit ma famille, mais il m'a aussi sauvé la vie. À 35 ans, je pensais avoir tout compris. Mon emploi de développeuse dans une grande entreprise technologique était bien rémunéré, me mettait au défi intellectuellement et me donnait la sécurité financière dont je rêvais en grandissant. 2 ans plus tôt, j'avais effectué le dernier paiement hypothécaire de mon appartement, un moment que je n'oublierai jamais, assise à ma table de cuisine, fixant ce relevé bancaire, sentant un poids énorme se soulever de mes épaules. Mes économies étaient solides. Mon avenir semblait radieux. Mais l'argent, j'apprenais, ne pouvait pas acheter la seule chose que je désirais le plus, une véritable connexion avec les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Vivre à 2 régions de ma famille était devenu ma normalité. Mes parents vivaient toujours dans la même maison où j'avais grandi, avec ma sœur cadette Chloé, qui semblait jongler entre les appartements et s'y écraser chaque fois que la vie devenait compliquée. Nous n'étions pas proches. Peut-être un appel téléphonique une fois par mois, parfois moins. Ce n'était pas que nous nous haïssions. Nous existions simplement dans des mondes complètement différents. Mes parents s'épanouissaient dans le chaos et le bruit. Chaque fête signifiait 30 personnes entassées dans leur salon, tantes, oncles, cousins, voisins et des inconnus qu'ils avaient rencontrés au supermarché. Maman et papa se nourrissaient de l'énergie de ces rassemblements. Chloé était exactement comme eux, buvant le drame comme de l'oxygène. Moi, je préférais le calme. J'avais besoin d'espace pour respirer, pour penser, pour m'entendre parler sans crier par-dessus 3 autres conversations. Mais le pire de ces événements familiaux n'était pas le bruit. C'était l'interrogatoire. Mes tantes me coinçaient à chaque fois. « Alors, Juliette, tu as déjà un petit ami ?» demandait tante Olivia devant tout le monde, sa voix portant ce ton particulier qui montrait clairement qu'elle pensait que j'étais en quelque sorte cassée. « Quand vas-tu te caser et donner des petits-enfants à tes parents ?» ajoutait tante Elisabeth, comme si ma valeur en tant qu'être humain pouvait être mesurée uniquement par mon statut relationnel. Puis venaient les comparaisons, ma Christine s'est mariée à 28 ans et maintenant elle a 2 beaux bébés, ou ma Sarah vient d'acheter une maison avec son mari. Ils sont si heureux. Je restais là, souriant et hochant la tête, disant « c'est gentil », tout en criant intérieurement, me demandant pourquoi mes réalisations, ma carrière, mon indépendance financière, mon contentement ne comptaient pour rien. Le pire, mes parents ne me défendaient jamais. Pas une seule fois ils n'ont dit à leur sœur de me laisser tranquille ou de respecter mes choix. Ils laissaient faire, comme si j'étais en effet un projet qui nécessitait d'être réparé. J'ai donc trouvé une solution qui semblait fonctionner pour tout le monde. Quand les fêtes arrivaient, j'envoyais simplement des cadeaux par coursier. Pas de conversation gênante, pas de jugement, pas besoin d'expliquer pourquoi j'étais toujours célibataire ou pourquoi je ne voulais pas d'enfant. Maman appelait avec une liste de courses. Je commandais tout en ligne et hop, tout le monde était content. Pour les appels vidéo lors des grandes fêtes, je me connectais pendant 20 minutes, disais bonjour à la foule, donnais une excuse concernant le travail et disparaissais dans ma vie paisible. Chloé vivait à environ 10 minutes de chez mes parents dans un petit appartement loué qu'elle pouvait à peine se permettre. À 29 ans, elle se cherchait encore, sautant d'un emploi à l'autre comme si elle jouait à la marelle, vente au détail, serveuse, réceptionniste.
Rien ne tenait jamais. En 5 ans, elle avait probablement eu 15 emplois différents, chacun se terminant par un drame à propos de la direction ou des collègues. Papa travaillait dans la même usine de fabrication depuis 20 ans, récemment promu superviseur. Maman travaillait à temps partiel dans un cabinet médical. Il s'en sortait, mais l'argent était toujours serré, toujours une source de stress que je pouvais entendre dans leur voix lors de nos appels mensuels. C'est probablement pourquoi ils appréciaient tant les cadeaux livrés par coursier. Cela les aidait financièrement, et je n'avais pas à gérer le cirque familial. Tout le monde y gagnait, n'est-ce pas? Noël dernier, j'avais vraiment fait fort. Maman a eu un ensemble de soins de la peau coûteux qu'elle désirait depuis des mois. Papa a reçu des outils haut de gamme pour son atelier. Chloé a eu ce sac à main de designer dont elle avait parlé sur Instagram. Il semblait vraiment content de tout, ce qui me faisait du bien par rapport à l'argent que j'avais dépensé. Et la vérité était que ça ne me dérangeait pas de dépenser de l'argent pour eux. C'était ma famille, même si nous n'avions pas grand-chose en commun au-delà de l'ADN partagé. Je gagnais bien ma vie, bien plus qu'aucun d'entre eux, alors il me semblait juste de les aider. Mais parfois, dans ces moments calmes de la nuit, je me demandais s'ils me manquaient vraiment en tant que personne ou s'ils manquaient simplement ce que je pouvais leur fournir. Auraient-ils même remarqué si je n'avais pas appelé pour Noël? Se seraient-ils souciés si les cadeaux avaient cessé d'arriver? Puis ce Noël a commencé à approcher, et comme une horloge, maman a appelé. J'entendais la télévision en arrière-plan et Chloé riant de quelque chose. « Salut Juliette. »« Ma chérie », a dit maman, et je pouvais déjà dire à son ton ce qui allait arriver. « J'appelle pour les cadeaux de Noël. »« Ça y est, pensais-je, attrapant un stylo. »« J'ai une liste prête, a-t-elle continué. Pour moi, j'adorerais vraiment cette crème anti-âge coûteuse de Sephora, celle qui coûte environ 300 €. Ton père veut cette nouvelle perceuse de Leroy Merlin, la professionnelle. Et Chloé a vu ce sac à main de designer au centre commercial. Il coûte environ 400 €. Je notais tout, calculant déjà le coût total dans ma tête. C'était significativement plus cher que leurs demandes habituelles. Mais peu importe, je pouvais me le permettre. Et Noël n'arrivait qu'une fois par an. Mais alors que j'étais assise là avec cette liste de courses, quelque chose a changé en moi. J'y pensais depuis des semaines, cette solitude grandissante, ce sentiment de manquer une véritable connexion avec les personnes qui devraient compter le plus. En fait, maman, dis-je, me surprenant moi-même. Je veux rentrer à la maison ce Noël. Je veux célébrer avec vous tous en personne. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. J'entendais la télévision devenir plus forte. Quelqu'un changeait de chaîne. Oh, a finalement dit maman, l'air sincèrement surprise, peut-être même mal à l'aise. Juliette, tu n'as pas besoin de faire ça. Je veux dire, tu sais comment ça se passe ici. Il va y avoir beaucoup de monde. Toutes les tantes et oncles, les Duvalda sans grave côté, probablement aussi des amis de travail de papa. Je sais, dis-je fermement. Mais je veux voir tout le monde en personne. Cela fait presque 2 ans que je ne suis pas rentrée à la maison pour Noël. Eh bien, bien sûr, nous serions heureuses de te voir, dit-elle, mais sa voix semblait tendue. C'est juste que, tu sais, tu sembles toujours plus à l'aise avec la livraison. Je viendrai le 24 décembre, la veille de Noël, dis-je. D'accord. Eh bien, c'est super alors, dit maman, troublée. Je devrais commencer à planifier pour plus de monde. Je te parle plus tard, ma chérie. Elle a raccroché rapidement, ce qui était bizarre pour elle. D'habitude, elle voulait bavarder pendant au moins 20 minutes sur les potins du quartier et ce qu'elle avait vu à la télévision. Noël n'était que dans 3 semaines, alors je me suis mise en route. J'ai commandé tous les cadeaux que maman avait demandés. Cet ensemble de crème anti-âge était vraiment cher et le sac à main de Chloé coûtait encore plus cher que prévu. Mais c'était Noël et je me sentais généreuse. J'étais vraiment excitée, sincèrement excitée de rentrer à la maison. Je continuais à imaginer que je serais assise autour du sapin de Noël avec tout le monde, ayant peut-être de vraies conversations au lieu de ces appels vidéo précipités. J'ai même acheté des cadeaux supplémentaires, un bon vin pour papa,
des chocolats fantaisie pour maman et une belle écharpe pour Chloé que j'avais repérée dans une vitrine du centre-ville. Puis le temps a décidé de tout compliquer. Environ une semaine avant Noël, la température a chuté d'un coup. Pas seulement le froid hivernal normal, mais ce froid vicieux et mordant qui vous fait mal au visage dès que vous sortez. Et puis la neige est arrivée. Au début, juste des flocons, rien d'inquiétant. Mais au 20 décembre, nous étions frappés par une énorme tempête de neige qui semblait ne jamais finir. Je parle du genre de neige qui ne s'arrête jamais. En regardant par la fenêtre de mon appartement, je ne pouvais même pas voir le bâtiment d'en face. Les informations montraient sans cesse des scènes d'autoroute cauchemardesques, voitures coincées dans les fossés, camions en portefeuille sur plusieurs voies, embouteillages sur des kilomètres. Ils disaient aux gens de rester chez eux sauf en cas d'absolue nécessité. Mon estomac se noua d'anxiété. Et si je ne pouvais pas rentrer à la maison? Et si tous ces cadeaux coûteux restaient dans mon appartement pendant que ma famille m'attendait? Le 22 décembre, mon téléphone a sonné. Juliette, ma chérie, dis-moi s'il te plaît que tu as déjà acheté les cadeaux, a dit maman immédiatement, sautant toute salutation. Oui, maman. J'ai tout ce qu'il y a sur ta liste, dis-je. Oh, Dieu merci, dit-elle, le soulagement inondant sa voix. Mais son ton a ensuite complètement changé. Mais Juliette, ce temps est absolument terrible. Tu ne penses pas sérieusement à conduire là-dedans, n'est-ce pas? Il aurait été tellement mieux que tu envoies tout par coursier comme d'habitude. Maintenant, nous pourrions ne rien avoir pour Noël. Je sentais ce nœud familier dans mon estomac, se resserrer. Maman, j'ai dit que je serais là. Je trouverai un moyen. Juliette, sois réaliste. Regarde dehors. Tu ne peux pas conduire sur 2 départements par ce temps. Nous n'aurons rien sous le sapin. Sa voix semblait si frustrée, si déçue, comme si j'avais personnellement ruiné Noël en voulant leur rendre visite en personne. J'essaierai d'y arriver quand même, dis-je. Eh bien, j'espère que tu y arriveras, mais je ne compte pas dessus, dit-elle, et elle raccrocha. Je suis restée assise là, tenant mon téléphone, me sentant terriblement coupable. Ma famille allait passer un terrible Noël parce que j'avais voulu rompre avec la routine et me présenter en personne. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je vérifiais la météo sur mon téléphone toutes les heures. Neige, neige, encore de la neige. Mais j'ai alors remarqué quelque chose. Le 23 décembre devait être légèrement meilleur. Pas génial, mais mieux que les autres jours. La neige devait s'éclaircir le matin. J'ai pris une décision. Je partirai très tôt le 23 au lieu d'attendre le 24. Mieux valait arriver un jour plutôt que de risquer de ne pas y arriver du tout. Je n'ai pas appelé pour leur dire que je changeais mes plans. Je me suis dit que je les surprendrais, que j'arriverais avec tous les cadeaux et que je prouverais que je pouvais enfin tenir mes engagements. À 4 heures du matin, le 23 décembre, j'ai chargé ma voiture avec tous les cadeaux. Le trajet a été absolument brutal, 6 heures de conduite tendue à travers le pire temps que j'ai jamais connu. Mes essuie-glaces parvenaient à peine à suivre la neige et j'ai dû rouler à environ 50 km/h tout le long car la visibilité était peut-être de 3 mètres devant ma voiture. La radio ne cessait de diffuser des avertissements concernant des accidents et des fermetures de route. Toutes les quelques minutes, il y avait un autre bulletin routier sur un embouteillage massif ou une autre autoroute fermée. Je n'arrêtais pas de penser que je devrais peut-être faire demi-tour, mais j'étais déjà engagée. La culpabilité de les décevoir à nouveau me semblait pire que la peur de la tempête. Je me suis arrêtée 2 fois pour faire le plein et les 2 fois, les pompistes m'ont regardé comme si j'étais complètement folle d'être sortie par ce temps. Peut-être l'étais-je. Mais j'y suis arrivée. Après 6 heures de la conduite la plus stressante de ma vie, je suis finalement arrivée dans la rue de mes parents. La neige tombait toujours, mais pas aussi lourdement qu'avant. Je me suis garée devant leur maison et j'ai regardé autour de moi. Juste la voiture de maman et le pick-up de papa dans l'allée, plus la petite Honda de Chloé. Pas d'autres voitures pour l'instant, ce qui signifiait que le grand rassemblement familial n'avait pas commencé. Timing parfait. Je pouvais les surprendre, leur donner leurs cadeaux, et peut-être aurions-nous quelques heures précieuses en famille avant que tout le monde n'arrive et que le chaos ne commence. J'ai pris quelques sacs cadeaux et me suis dirigée vers la porte d'entrée, mes bottes crissant dans la neige.
J'avais toujours ma vieille clé de maison sur mon trousseau, datant de l'époque où j'y habitais pendant mes études, alors je me suis dit que j'allais simplement entrer et les surprendre. La clé fonctionnait toujours. J'ai ouvert la porte aussi doucement que possible et je suis entrée, posant les cadeaux avec précaution pour qu'ils ne fassent aucun bruit. J'entendais des voix venant du salon. Maman, papa et Chloé parlaient tous. J'ai souri à moi-même. Ce serait une si merveilleuse surprise. J'allais juste entrer et dire « surprise ». J'y suis arrivée et ils seraient si heureux de me voir. Si reconnaissant que j'ai traversé une tempête de neige pour être avec eux. J'ai fait quelques pas silencieux vers le salon, prévoyant d'apparaître simplement dans l'embrasure de la porte. J'étais peut-être à 3 mètres du salon quand j'ai entendu clairement la voix de maman. « Eh bien, Juliette pourrait en fait se présenter demain avec les cadeaux, disait-elle. » J'ai cessé de marcher et j'ai souri, inconsciemment, posant le sac cadeau pour mieux les entendre. Ils parlaient de moi. J'étais sur le point d'égayer leur journée, mais la voix de papa a alors transpercé mes pensées joyeuses comme un couteau. Cette fille agit comme une idiote complète, décidant de conduire tout ce chemin dans une tempête de neige juste pour nous apporter des cadeaux. Elle aurait dû simplement les envoyer par coursier comme toujours. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Mon estomac s'est noué. Quoi? Puis Chloé a ri. Vraiment ri. Ce sont cruels et dédaigneux. Tu sais quoi? J'espère, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. J'espère qu'elle aura un accident dans la tempête de neige et qu'elle mourra. Alors tout son argent et ce bel appartement me reviendraient puisque je suis sa seule sœur. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais littéralement plus respirer. Ma propre sœur, ma petite sœur, à qui j'avais acheté des cadeaux, envoyé de l'argent, à qui j'avais tenu à cœur pendant des années, venait de dire qu'elle espérait que je mourrais. J'ai attendu que maman et papa disent quelque chose, qu'ils disent à Chloé que c'était une chose horrible à dire, qu'ils me défendent d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, ils ont ri aussi. Maman a en fait ri et a dit, « Chloé, tu sais quoi? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Nous en avons tous marre des petites aumônes de Juliette. » Quoi qu'il en soit, elle agit comme si elle nous rendait un immense service, mais elle ne comprend pas que nous avons besoin de VRI argent, pas seulement des miettes qu'elle nous jette. Exactement, a dit papa. Elle gagne tout cet argent avec son travail de luxe, mais elle agit quand même comme si nous donnait quelques centaines ici et là était un grand sacrifice. Et honnêtement, a continué maman, elle sera complètement déplacée à la fête de demain. Tu sais comment elle est avec les gens. Elle restera assise là avec son air aigre et ruinera le bon temps de tout le monde. Elle a toujours été bizarre, a dit Chloé, avec du venin dans la voix. Même quand nous étions enfants, elle ne s'est jamais intégrée à la famille. Tu te souviens comment elle se cachait dans sa chambre pendant les fêtes? Et maintenant, elle pense qu'elle peut simplement se montrer et jouer la famille heureuse pendant une journée. C'est pathétique, a dit papa. Je suis restée là dans ce couloir, écoutant ma famille me déchirer comme si j'étais leur pire ennemi au lieu de quelqu'un qui les aidait financièrement depuis des années. Ils n'avaient aucune idée que j'étais là. Aucune idée que je venais de conduire 6 heures à travers une tempête de neige pour leur apporter exactement ce qu'ils avaient demandé. Aucune idée que j'avais été excitée de les voir, de passer du temps avec eux, de faire enfin partie de la famille. Sous le choc et la peine, j'avais complètement oublié les sacs cadeaux que j'avais posés. Tout ce à quoi je pouvais penser était de sortir de là avant de m'effondrer complètement. Je me suis retournée et je suis retournée à la porte d'entrée aussi silencieusement que possible. Je suis ressortie dans la neige. L'air froid m'a frappé le visage, mais je l'ai à peine senti. J'étais complètement engourdie. Je suis montée dans ma voiture et je suis restée assise là 1 minute, fixant leur maison. La lumière jaune et chaude provenant des fenêtres du salon, la couronne de Noël sur la porte d'entrée, tout semblait si normal et confortable de l'extérieur. Mais à l'intérieur, ma famille venait de passer 20 minutes à s'expliquer pourquoi ils souhaitaient que je sois morte. J'ai démarré la voiture et je suis partie lentement, prudemment. Je ne voulais pas faire de tête-à-queue dans leur allée et donner aux voisins de quoi parler. En descendant leur rue, je ne pleurais pas. Je pensais que je le ferais, mais non. Au lieu de cela, je pensais plus clairement que je ne l'avais fait depuis des années. Je devais rentrer à la maison. C'est tout.
rentrer à la maison et trouver quoi faire ensuite. Environ 30 minutes après le début du trajet de retour, mon téléphone a commencé à sonner. Puis il a continué à sonner. Je pouvais voir que c'était maman qui appelait, puis papa, puis Chloé, encore et encore. Ils devaient l'avoir trouvé les cadeaux que j'avais laissés sans le savoir. Ils avaient probablement réalisé que j'avais été là, tout entendu et que j'étais partie sans dire un mot. Maintenant, ils paniquaient, mais je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Merci d'avoir espéré que je meure dans un accident de voiture. Désolé d'avoir gâché votre soirée en existant. Je me suis arrêtée dans 2 cafés routiers différents sur le chemin du retour, non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin de m'asseoir quelque part au calme et d'essayer de digérer ce qui venait de se passer. Au 2e café, j'ai finalement regardé mon téléphone. 17 appels manqués. Des messages textes aussi. Juliette, nous avons trouvé les cadeaux. Pourquoi es-tu partie? Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Papa, ta mère a dit que tu étais là. Rappelle-nous. Chloé, Juliette, tu vas bien? Pourquoi n'es-tu pas restée? Il s'est passé quelque chose? J'ai fixé ces messages. Ils agissaient comme s'ils n'avaient aucune idée pourquoi j'étais partie. Comme s'ils ne venaient pas de passer 20 minutes à parler de combien ils ne me supportaient pas et de combien ils espéraient que je meure dans un accident de voiture. Assise à cette petite table de café, j'ai commencé à me souvenir de tout ce que j'avais réellement fait pour ma famille au fil des ans. Pas seulement les cadeaux de Noël ou d'anniversaire, les vraies choses qui comptaient. Chaque mois, depuis 4 ans, je transférais 1500 € sur le compte de maman pour l'aider avec leurs paiements hypothécaires. 1500 € chaque mois. C'est 18 000 € par an, 72 000 € au total jusqu'à présent. Et Chloé, je lui envoyais 1 000 € chaque mois pour le loyer de son appartement parce qu'elle ne pouvait jamais garder un emploi assez longtemps pour le payer elle-même, et maman et papa ne pouvaient pas se permettre de l'aider et de payer leurs propres factures aussi. Donc, c'est 2 500 € par mois, 30 000 € par an que j'envoyais à ma famille depuis des années. Pendant qu'ils étaient assis à parler de la charge que j'étais et que mes aumônes ne leur suffisaient pas, ils prenaient mon argent, encaissaient mes chèques, utilisaient mes numéros de carte de crédit pour des achats en ligne que j'avais approuvés. Et tout ce temps, ils ne me supportaient pas. Ils attendaient juste que je meure pour pouvoir obtenir plus. Je me sentais mal, physiquement mal. Après quelques heures de conduite prudente, je suis finalement rentrée chez moi. Je me suis assise devant mon ordinateur et je me suis connectée à mon application bancaire. J'ai trouvé les virements automatiques que j'avais configurés il y a des années, aide hypothécaire maman, loyer Chloé, tous 2 prévus pour être effectués à nouveau dans quelques jours pour janvier. Je les ai annulés. Puis j'ai fait une capture d'écran des confirmations d'annulation et j'ai envoyé l'image à maman, papa et Chloé dans un message groupé. Joyeux Noël. Ceci est votre cadeau principal de ma part cette année. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. Quand je me suis réveillée le 24 décembre, la veille de Noël, j'ai rallumé mon téléphone. 70 appels manqués, 80 de tous les 3. Les messages textes étaient absolument insensés. Juliette, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu annulé les paiements? Nous ne comprenons pas pourquoi tu nous fais ça. J'ai envoyé un message à maman. Je vous ai entendu parler hier de combien vous espériez que je meure dans un accident de voiture. Vous avez dit que vous en aviez marre de mon argent et que je gâchais tout. Alors maintenant, vous n'avez plus à vous soucier de moi ou de mon argent. Je ne vous considère plus comme ma famille. Ne me contactez pas, puis j'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone, les ai bloqués sur Facebook, Instagram, WhatsApp, partout, toutes les plateformes de médias sociaux, toutes les applications de messagerie, tout. J'ai passé Noël seul, commandé de la nourriture au restaurant en bas de la rue, regardé des films. C'était calme et paisible, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à m'inquiéter de décevoir qui que ce soit ou de ne pas être assez bien pour ma propre famille. Mon téléphone est resté silencieux le reste du jour de Noël, et j'ai en fait adoré ça. Pas de fausses conversations, pas de faire semblant que tout allait bien, pas de petites discussions gênantes sur mon travail ou ma vie amoureuse. Juste moi, de la bonne nourriture à emporter et un marathon Netflix. Les jours suivants ont été étranges mais bons. Je suis retournée au travail après les vacances, et personne ne m'a dérangée.
Pas d'appel manqué, pas de SMS urgent, pas de drame familial qui empiétait sur ma vie professionnelle. C'était incroyable de me sentir tellement plus concentrée sans ce stress constant en arrière-plan. Mais juste avant le nouvel an, j'ai entendu frapper à ma porte. Pas des coups réguliers, mais des coups insistants, désespérés qui ne s'arrêtaient pas. J'ai regardé par le Judas et ils étaient là, maman, papa et Chloé. Ils avaient conduit sur 2 départements pour se présenter à mon appartement. J'ai ouvert la porte et je suis restée là à les regarder. Les yeux de maman étaient rouges et gonflés. Elle avait pleuré, probablement depuis un moment. Juliette, ma chérie, tu as mal compris ce que tu as entendu, a-t-elle dit immédiatement. Nous plaisantions juste. Tu sais comment les familles plaisantent entre elles. Plaisanter ? J'ai dit, vous plaisantiez en espérant que je meure dans un accident de voiture ? Chloé a commencé à pleurer aussi. Juliette, je ne le pensais pas. C'était juste une très mauvaise blague. J'étais stressée par l'argent et j'ai dit quelque chose de stupide. Papa a éclairci sa gorge. Ta sœur se sent terrible à cause de ce qu'elle a dit. Nous tous. Mais tu dois comprendre, nous n'avons jamais pensé à tout ça. J'ai regardé les 3 debout dans mon couloir et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni culpabilité, juste le vide. Vous me vouliez morte, dis-je. Vous avez pris mon argent pendant des années et vous vous êtes plaint que ce n'était pas assez. Vous avez dit que je gâchais les réunions de famille juste en existant. Et maintenant vous voulez que je croie que vous plaisantiez. Juliette, s'il te plaît, a dit maman. Nous sommes une famille. Les familles se disputent et disent des choses qu'elles ne pensent pas, mais nous nous en sortons toujours. Non, dis-je. Nous ne le faisons pas. Je ne veux pas m'en sortir. Je ne veux pas faire semblant que cela n'est jamais arrivé. J'ai entendu ce que vous pensez vraiment de moi. Ils ont tous commencé à parler en même temps, essayant d'expliquer, de s'excuser et de trouver des excuses, mais j'en avais assez entendu. Je veux que vous partiez, dis-je. Maman a essuyé ses yeux. Juliette, ce sera vraiment difficile pour nous sans ton aide. Les paiements hypothécaires, le loyer de Chloé. Ce n'est plus mon problème, dis-je. J'ai commencé à fermer la porte, mais maman a mis sa main contre elle. S'il te plaît, ne fais pas ça, dit-elle. C'est déjà fait, dis-je, et j'ai fermé la porte. Environ un mois plus tard, j'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. Je les ai ignorés pendant des jours, mais ils continuaient d'appeler. Finalement, j'en ai répondu à un. Juliette, c'est ta tante Olivia. J'appelle depuis le téléphone de mon ami parce que je sais que tu as bloqué tout le monde. Tes parents ont de sérieux problèmes avec leur prêt immobilier. Ton père a dû prendre des heures supplémentaires au travail et Chloé a dû emménager de nouveau avec eux pour aider à payer les factures. Ils ont vraiment besoin de ton aide. Tante Olivia, vous ont-ils dit pourquoi j'ai arrêté de les aider ? Ils ont dit que vous aviez eu une sorte de dispute, mais les familles se disputent tout le temps. Tu dois arrêter d'être si têtu et les aider. Alors, je lui ai dit. Je lui ai dit exactement ce que j'avais entendu ce jour-là, à propos de Chloé qui espérait que je meure, de mes parents qui riaient et étaient d'accord, de leur plainte que mon argent n'était pas suffisant. La ligne est restée silencieuse longtemps. Je n'en avais aucune idée, a finalement dit tante Olivia. Juliette, je suis tellement désolée. Je pensais que c'était juste une bête dispute à propos des plans de Noël. Maintenant vous savez, dis-je. Je ne vous embêterai plus avec ça. Elle a dit, tu as absolument raison de rester loin d'eux. Et elle a raccroché. Quelques mois de plus se sont écoulés. J'ai obtenu une promotion au travail, qui s'accompagnait d'une augmentation substantielle. J'ai commencé à prendre des cours de poterie le week-end. J'ai rejoint un groupe de randonnée et je me suis fait de très bons amis. Je suis même sortie à quelques reprises avec ce gars de mon cours de photographie. Ma vie s'est améliorée d'une manière que je ne réalisais même pas. Sans le stress constant de gérer les problèmes financiers et les drames émotionnels de ma famille, j'avais tellement plus d'énergie pour ma propre vie, ma propre croissance, mon propre bonheur. Je pense encore à eux parfois, je me demande comment ils vont, s'ils ont résolu leurs problèmes d'argent, si Chloé a un jour remis sa vie en ordre. Mais je ne me sens plus coupable.
Ils m'ont montré exactement qui ils étaient vraiment ce jour-là. Ils m'ont montré que toutes ces années d'aide et de cadeaux et d'efforts pour être une bonne fille et une bonne sœur ne signifiaient absolument rien pour eux. J'étais juste un compte en banque avec des jambes, une ressource à exploiter pendant qu'ils se plaignaient de moi derrière mon dos. Maintenant, je suis libérée de tout ça. Je ne leur dois rien et je n'ai pas à faire semblant de faire partie d'une famille qui ne m'a jamais vraiment voulu de toute façon. Parfois, les vérités les plus douloureuses sont aussi les plus libératrices. Parfois, il faut perdre tout ce que l'on pensait vouloir pour trouver tout ce dont on a réellement besoin. Merci d'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient porter le poids de relations toxiques. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la recherche de la liberté à travers des vérités douloureuses. N'oubliez pas que la famille n'est pas toujours celle à qui vous êtes né. Parfois, c'est celle que vous choisissez de laisser entrer dans votre cœur.